Massa al-Khir et bienvenue dans cette nouvelle émission Tijini Talk. Ce soir, je reçois Cheikh Bessam Ayachi, une personnalité controversée en Belgique, franco-syrienne, qui était prédicateur et prêcheur au fameux centre islamique belge, le centre islamique belge qui a été fermé par les autorités belges, ainsi que le site web du même centre, le site web Es-Sabil, pour antisémitisme et par décision de justice. Aujourd'hui, le Cheikh Bessam Ayachi est avec nous. Salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Alors, on vous invite dans le cadre de ce fameux débat ici en Belgique concernant ces jeunes qui partent se battre en Syrie. Alors, je rappelle que votre propre fils, Abdurrahman, est parti se battre en Syrie contre Bachar el-Assad. Il est blessé. Alors, peut-être on va commencer par pour vous demander quel est l'état de votre fils actuellement, à part le fait, par rapport à cette information, qu'on sait qu'il est blessé. Mon fils, louange à Allah, c'est un miraculé. Parce qu'une fois, une balle a transpercé sa tête d'un côté, sorti de l'autre. Au bout de 3 jours, il était réveillé. Au bout d'une semaine, il était debout. Voilà, et donc il n'a rien eu. Deuxième fois, c'est maintenant, avec Raphaël Gendron, son compagnon. Il était blessé, or Raphaël Gendron est tombé martyr, il est parti au paradis, Inch'Allah. Alors, Raphaël Gendron, c'est un citoyen français, mais qui vivait ici en Belgique, qui fréquentait le même centre islamique belge. Exactement. Ainsi que votre fils, Abdurrahman. Et donc, ils sont partis tous les deux, et malheureusement, Raphaël Gendron est décédé sur le terrain. Oui, mais Abdurrahman, mon fils, il était déjà 1 an et demi ou 2 ans avant l'arrivée de Raphaël Gendron. Donc, Gendron, à peine il est arrivé il y a 3 mois de ça, il est devenu chef, on va dire, de la police locale de la région de Idlib, responsable d'une prison de 1300 personnes. Et voilà, dans un de ces combats, il est tombé martyr. Alors, ici, les autorités belges, comme la société, condamnent ces enfants, ou bien ne comprennent pas déjà pourquoi ces jeunes belges partent se battre en Syrie. D'après vous, pourquoi ces jeunes se rendent en Syrie maintenant? Dans la vérité, que tous les musulmans et les arabes qui ont vu à la télévision, surtout Al Jazeera et d'autres, ces images de massacres faites par le président Assad et son armée contre la population syrienne, et puis en voyant les soldats de Bachar el-Assad frapper les gens civils et leur dire en arabe « Dites la ilaha illa Bachar el-Assad » et dites il n'y a pas de divin autre que Bachar el-Assad. Et dites Rabbi Bachar el-Assad, mon Seigneur, mon Dieu est Bachar el-Assad. Et il mettait la photo de Bachar el-Assad par terre en disant agenouillez à Bachar el-Assad et dites c'est mon Seigneur. Alors ça, évidemment, les jeunes musulmans dans le monde entier, quand ils voient des images comme ça, ils ne comprennent pas que c'est un dictateur. Ils disent un nouveau Dieu qui est né dans le monde arabe, un président qui se déclare Dieu, on va aller le battre. Alors, d'après vous, peut-être avant de vous demander autre chose, on va commencer par votre propre fils. C'est un cas concret, vous le connaissez très bien. Est-ce que votre fils, on peut lui appliquer ce schéma, cette explication? Est-ce qu'il est parti combattre ce nouveau Dieu? Ou bien, je ne sais pas, est-ce qu'il avait d'autres schémas en tête? C'est un ingénieur informaticien. Il sait parler plusieurs langues, y compris l'arabe, l'anglais, le français. Et puis, il était allé là-bas parce qu'il est descendant d'une famille syrienne connue dans la région d'Idlib. Là-bas, les gens, ils nous respectent par rapport à notre famille. Nous sommes descendants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, on a des oliviers là-bas, on a des terrains, des maisons. Donc, il était allé défendre sa famille, ses terrains, ses gens contre ce dictateur qui est en train de tuer... Est-ce que vous étiez au courant de son départ? Est-ce que vous en a parlé avant de partir? J'étais en prison. Alors lui, il est venu, et parce qu'il habitait là-bas en Syrie, il y a 2 ans de ça, il est revenu en Belgique, et il a mis ses enfants ici, et puis il m'a écrit, voilà papa, je suis en sécurité en Belgique et en France, et je vois que les peuples syriens, ils se font massacrer par ce dictateur. Est-ce que tu me permets de partir pour défendre notre pays et nos citoyens? J'ai dit, allez mon fils, que Allah soit avec toi. Bismillah. Donc, vous avez encouragé votre fils d'aller combattre Bachar el-Assad et son armée. Oui. Et le cas de Raphaël Gendron,
le défunt Gendron. Est-ce que vous lui avez aussi donné votre bénédiction pour aller se battre en Syrie? Raphaël Gendron. Raphaël Gendron. Ça, c'est un lapsus révélateur. Oui, il est dangereux. Il est dangereux. Alors, ce type, vraiment, une fois qu'il est sorti de la prison, ici, il était accusé de terrorisme aussi. Bien qu'il était innocenté en Italie, le procureur du roi en Belgique, toujours, il le poursuit en tant que terroriste. Alors, il ne peut plus travailler, il n'a pas d'argent, et il ne peut pas subvenir aux besoins de sa famille, etc. Il se trouvait démuni de roi. Alors, il a dit, puisque c'est comme ça, comme déjà j'ai vécu en Syrie, et même il était fiancé, il s'est marié en Syrie, il a dit, je vais aller chez ma femme en Syrie. Et il était allé encore pour aider le peuple syrien à s'émanciper, on va dire, à se libérer de l'injustice du président Vous Assad. êtes en train de dire, d'après ce que j'ai compris, que les autorités belges ont poussé, en quelque sorte, M. Raphaël Gendron d'aller se battre en Syrie. Le fait qu'on ne l'a pas laissé tranquille, c'est une des raisons pour laquelle il est parti vite. Il aurait pu partir en France, revenir en France. Voilà, oui. c'est ça l'histoire. Mais pourquoi il n'est pas parti en France? La France et la Belgique et l'Europe, ils ont une loi commune. Quand on accuse quelqu'un de terrorisme, on le trouve où il va. On va revenir pour parler de ce chapitre, ou bien de votre incarcération en Italie avec M. Raphaël Gendron. Mais avant cela, on va continuer avec ces jeunes qui partent en Syrie. Concrètement, à part ces cas particuliers de votre fils qui est déjà syrien, qui connaît un peu le contexte et le terrain, comment ces jeunes, par exemple d'origine marocaine, d'origine turque, d'origine belgo-belge convertis à l'islam, se font recruter pour partir en Syrie? Comme j'ai dit... Est-ce qu'il y a un réseau qui recrute ici, d'après vous? Comme j'ai commencé, il n'y a pas un recruteur. C'est pas vrai. Mais il y a quelqu'un qui enthousiasme son ami. Ça, c'est d'accord. En disant, t'as entendu, t'as vu sur YouTube qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont dit, t'as vu sur Al Jazeera. Donc, il y a un enthousiasme. Un qui pousse l'autre, surtout les jeunes. Les jeunes qui n'ont pas trouvé vraiment leurs racines. Ils vont à la recherche de leurs racines. Ici, on les considère arabo-musulmans. Or, ils sont nés ici. Au Maroc ou en Algérie ou en Tunisie, on les considère occidentaux. Et alors, eux, entre l'Occident et l'Orient, ils ne savent pas où se trouve leur vraie identité. Alors, ils voient, comme j'ai dit, quelqu'un qui déclare Dieu comme Bachar al-Assad, il dit on va combattre ce Dieu. Voilà. Et donc, comme ça, ils s'affirment. Et ils savent trouver le chemin tout seuls 200 €, ils prennent l'avion d'ici Istanbul et 10 € frontière syrienne et ils passent après gratuitement en Syrie. Et après, qui les prend en charge quand ils arrivent en Syrie? Une fois qu'ils arrivent aux frontières syriennes, il y a les camps de réfugiés et il y a des gens qui sont spécialisés là-bas à accepter ces gens et les envoyer où ils veulent. Dans quel mouvement tu veux aller? Donc c'est à la carte, mouvement islamiste radical, mouvement salafiste, l'armée syrienne libre. Laïque, comme tu veux. Il y a toutes les fractions. Alors, et on respecte votre choix? On respecte. Mais généralement, les jeunes qui partent, c'est vers quelle fraction ils se dirigent? Souvent, ils se dirigent pour, on va dire comme ça, Ahrar al-Sham et Jabhat al-Nusra, ou... C'est quelle tendance, ça? Ou encore directement, ils disent, nous voulons aller à Homs pour combattre directement l'armée de Assad et l'armée de Hezbollah. D'accord. Et Ansar alors, Sham... Al-Muhajiroun, Ansar al-Sham, etc., on va dire, ils sont tous des islamistes. Des islamistes salafistes, je ne sais pas. On va dire djihadistes. Des djihadistes. Voilà, il n'y a pas cette tonation salafiste ou soufiste ou... Donc plutôt djihadistes. Djihadistes, oui. Et qui veulent imposer la charia en Syrie. Ceux qui viennent de l'Occident, ils n'ont pas vraiment cette attention à 100%. Leur attention, c'est avant tout d'aider le peuple syrien. Pour cela, beaucoup parmi eux, ils travaillent dans l'aide humanitaire. Ils cherchent des médicaments, ils distribuent les médicaments, etc. Et on l'utilise, comme mon fils Abdelrahman, il utilise quelques-uns des Occidentaux pour les mettre dans le four où on fabrique du pain. Car ils ne connaissent pas le pays, ils ne connaissent pas les gens, alors ils sont juste
Ils ne vont pas donner à leurs cousins du pain plus que les autres. Abdurrahman, votre fils, il était dans quelle fraction? Soukour Sham, qui veut dire les aigles. Shem, voilà, les aigles. Sham Falcons ou le faucon de Damas. Les faucons de Damas, c'était plutôt une tendance islamiste. Une tendance islamiste, mais ce n'est djihadiste. pas évidemment, mais ce n'est pas qu'on appelle ici les extrémistes qui veulent exterminer tout le monde. C'est les djihadistes parce que le seul moyen pour défendre Assad, c'est aller obéir à Dieu. Ça, j'ai compris. Donc, les jeunes qui partent pour se battre en Syrie, ils n'ont pas pour première vocation d'imposer la charia. Ils veulent juste peut-être faire le djihad religieux. Voilà. Mais les fractions elles-mêmes, par exemple, ces fractions djihadistes, qu'est-ce qu'ils veulent imposer en Syrie? Bien sûr, la charia, non? Il aime bien appliquer, comme on l'a dit, le charia. Mais le charia, il est appliqué en Syrie, dans tout le monde arabe, qu'il soit au Maroc, ou en Tunisie, ou en Égypte. On applique le charia islamique pour le mariage, pour le divorce, pour l'héritage. Non, mais peut-être dans tous les domaines de la vie quotidienne. Un vrai pays islamiste. En Arabie Saoudite, on applique le charia islamique, mais il n'y a personne qui, à cause de l'Arabie Saoudite, d'intégrisme ou de terrorisme. Pourtant, on applique le charia islamique. Toute la loi appliquée dans le monde arabo-musulman, c'est le charia islamique. À peine deux choses qu'on n'applique pas, c'est lapider l'adultère et couper la main des voleurs. Mais à part ça... Mais on lapide quand même en Arabie Saoudite. Bah oui. En Iran aussi. Oui. Donc, mais dans les autres pays arabes, on applique toute la loi, ça c'est pris, c'est retiré de l'islam et on l'applique. Est-ce que vous conseillez aux jeunes ici qui veulent aller se battre en Syrie de s'y rendre? Est-ce que vous soutenez leur action de se rendre en Syrie pour faire ce djihad, pour accomplir leur djihad, comme vous le dites? Moi, je le dis souvent. Comme vous avez donné votre bénédiction à votre fils, est-ce que vous demandez aussi aux autres jeunes de partir se battre en Syrie? J'accepte de mon fils et des gens comme lui qui sont déjà ingénieurs et assez âgés, de 36 ans, de 38 ans, et qui savent diriger et que les gens ont besoin de leurs connaissances là-bas. Et qui a déclaré, une fois qu'elle finit la révolution, je dépose mon arme et je reviens ingénieur informaticien. Donc, je n'ai rien à faire après. Je suis allé pour aider le peuple syrien. Donc, je demande tous les autres, je les enthousiasme à collecter des médicaments et d'aide humanitaire et d'aller à aider tous ces réfugiés, 4 millions de réfugiés qui crèvent de faim, des maladies dans les camps. Oui, allez-y, aidez comme ça, mais pas plus, parce qu'il y a au moins 200 000 combattants syriens qui sont dissidents, qui ont quitté l'armée de Assad, bien entraînés. Ils n'ont pas le moyen, ils n'ont pas assez de fusils pour encore combattre Assad. Et imaginons qu'il y a un jeune de Scarbeck, belgo-belge converti, qui a 22 ans, et qui vient vous voir et vous dit, Cheikh Bassam, moi j'ai envie d'aller prendre les armes pour faire le djihad et combattre Bachar el-Assad. Je lui dis, le meilleur arme que tu prends, c'est d'aller demander l'autorisation à ton père et à ta mère. Mais il vous dit, je suis adulte. Oui, j'ai 22 ans. Faire une association d'aide humanitaire et tu collectes, toi et tes copains, des médicaments avec l'autorisation du gouvernement belge, avec la Croix-Rouge ou avec le Croissant Rouge. Vous allez envoyer une ambulance pleine de médicaments et des vivres jusqu'aux frontières syriennes. Comme ça, les gens ils profitent de ton djihad. On n'a pas besoin des gens qui ne sont pas entraînés, qui ne savent pas parler la langue, qui ne savent pas comment combattre. Il faut 10 ans pour les protéger quand ils arrivent là-bas. Et tu viens en tant que charge sur nous ou tu viens nous aider? Pourquoi vous n'avez pas dit ça à votre ami Raphaël Gendron qui est parti se battre et qui est décédé sur place? Raphaël Gendron, c'était un homme âgé de 38 ans. Il a toute la connaissance de la Syrie, il parle l'arabe parfaitement, il s'est marié avec une Marocaine, deuxième Marocaine. Mais il ne savait pas manier les armes. Ils savent manier les armes très très bien. Il a fait beaucoup d'entraînement dans sa vie, dans les clubs d'entraînement. Il était parachutiste et voilà, donc il est capable à faire la guerre. Et il n'était pas allé pour faire la guerre. Il a fait administrateur, comme il a passé 4 ans en prison. Il sait donc très bien comment diriger une prison. Il était
le chef, le directeur de prison de Idlib après la libération. Je parle de Raphaël Gendron. Oui, Et exactement. votre fils était également directeur de prison. Non, il était le directeur de la police locale pour impliquer la justice, pour appliquer la justice parmi les révolutionnaires. Parce que certains révolutionnaires, ils commencent à arnaquer le peuple, à voler, à violer. Alors, eux, ils ont fait une armée, des juges, une police, on va dire. On va arriver au cas du jeune prédicateur Ilyas Azouaj, qui est parti de Belgique pour aller, comme prétend sa Sauveur. famille, chercher les jeunes Belges qui sont partis en Syrie. Et il se fait qu'il a été arrêté par des fractions syriennes. Moi, personnellement, je ne sais pas quelle fraction. Avez-vous d'autres informations à ce sujet? Certes, Elias Azouaj, c'est un jeune homme de 22 ans. Il a certainement rencontré beaucoup des savants musulmans. Il se photographie avec eux. Donc, il se prend pour les mêmes savants de même qualité, des mêmes auteurs. Il était allé avec cette attention en disant, ils vont m'écouter parce que moi, j'ai connu beaucoup des savants. Il était prédicateur pour les jeunes à la mosquée Al-Khalil. Voilà, si je c'est m'abuse. exact. Alors, et là-bas, il était arrivé en disant, je vais sauver quelques-uns, je les ramène avec moi, comme ça, je deviens l'héros national en Belgique parce que je... Est-ce que déjà vous croyez à cette version? Est-ce qu'elle est crédible? Un jeune de 22 ans qui vit en Belgique et qui prétend aller chercher des jeunes Belges en Syrie. Est-ce que c'est une version crédible? Bah, pour moi, non. Mais, puisque on doit croire à ça, parce qu'on va dire c'est un jeune homme de 22 ans, il n'a pas de tête. Car là-bas, quand il s'est fait attraper, Raphaël Gendron, il m'a envoyé un email, puis il m'a parlé par Skype en disant les juges syriens de la fraction armée Al-Moudjahidine, Qui ont arrêté Ilyas? ils l'ont arrêté. Et puis il demande un témoignage à son faveur ou contre lui parce qu'il est condamné à peine de mort car on l'accuse d'espionnage. Et comme on l'accuse d'espionnage, c'est parce que là-bas, une fois qu'il est accusé par quelques-uns d'espionnage, le fait de venir et pour chercher des gens, alors ça veut dire qu'il a connu quelques noms, quelques personnes, et certainement ils l'ont donné 2 gifles et il a dit ouais, oui, je suis espion. Pourquoi? Parce que comme ça, il espère que... Ils seront plus cléments voilà, à son égard. Où l'État marocain ou l'État belge, ils vont se mêler pour le libérer vite. Donc, feu Raphaël Gendron vous envoie un message, par Voilà. Skype aussi, en vous disant Voilà. Ilyas Azouaj, le petit jeune imam, est Alors, arrêté. J'ai fait des recherches sur lui. J'ai trouvé que c'était un jeune homme, un petit jeune homme prédicateur sans valeur, on va dire comme ça, qui accusait beaucoup de jeunes gens ici, à tort ou à travers des islamistes, des extrémistes, notamment Sharia for Il était Belgium. anti-Sharia for Belgium. Voilà. Ça, c'est une bonne chose. Bah, Parce que lui, Sharia for Belgium, c'est aussi des cas un peu sans spéciaux. parler de eux maintenant, certains parmi eux, ils sont partis là-bas. Alors lui, il les poursuit jusque là-bas, peut-être donc pour donner leur nom à l'autorité belge. Donc, vous pensez que c'est un espion? On va dire les choses comme ils sont. Moi, je ne pense pas. Oui. Mais il s'est mis dans, cette position. Voilà, il s'est mis dans cette position. Alors, et avec la peur, bien, il a reconnu ça. Pour bien expliquer, peut-être, je vais essayer de décortiquer un peu ce que vous avez dit. Donc, lui, déjà, ici en Belgique, il était anti-Sharia for Belgium. Oui. Le fait de se rendre en Syrie, il se trouve que des gens de Sharia for Belgium... Ils se battaient là-bas. Ils étaient sur le terrain. Oui. Donc, ils étaient un peu contents voilà, qu'ils tu es soient arrivé. arrêtés Voilà, et que forcément, ils vont témoigner contre lui. Voilà, parce que... Pour régler leur compte avec lui. Peut-être. Parce que lui, qu'est-ce qu'il a à faire là-bas? Si tu n'es pas djihadiste, pourquoi tu viens ici? Donc, si tu ne viens pas te battre, qu'est-ce que tu fous ici? Voilà. Et donc, voilà. je viens pour sauver quelques-uns. Sauver. Et alors, tu travailles pour l'intérêt de l'Occident ou tu travailles avec Assad. Or, lui, contre Assad, certainement. Il ne travaille pas aussi espion. Il est incapable de faire cette affaire. Et il va espionner quoi? Il n'y a rien à espionner. Sauf donner les noms soi-disant de quelques-uns. C'est pas Donc, vrai. il s'est mis malheureusement, voilà, sans le vouloir peut-être, dans cette position. Voilà. Et donc, alors, quelle est la situation maintenant? Il est dans les mains de Tchétchènes là-bas. Des Tchétchènes. Certains Tchétchènes, ils combattaient en Syrie contre Assad. Et eux, ils sont durs.
et ils ne peuvent pas être corrompus. Pour cela, on leur a donné ce jeune homme pour le protéger et l'emprisonner en attendant le jugement. Et le juge, il attend le témoignage pour lui ou contre lui. Alors, est-ce que vous avez, je ne sais pas, est-ce qu'en Belgique, quelqu'un a envoyé des témoignages? Il n'y a que moi qui ai envoyé le témoignage. Alors, qu'est-ce que vous avez dit dans ce témoignage? J'ai dit, c'est un jeune homme qui aime Allah et son prophète, et il aime les musulmans, mais il a la langue un peu longue. Et pour cela, il pique à droite et à gauche. Pour cela, il y a des témoignages contre lui. Il mérite 2 gifles et libérez-le le plus vite possible, sinon vous faites tort à toute la communauté musulmane qui se trouve en Belgique. Parce que chaque personne maintenant qui parle au nom de l'islam, on va considérer c'est un terroriste anti-machin. Qui vous a demandé de faire ce témoignage? Est-ce que c'est de votre propre initiative? Raphaël Gendron. Oui. Parce que les juges là-bas, ils ont demandé aux fractions qui connaissent... Non, je comprends que Raphaël Gendron vous l'a demandé, mais est-ce que... Je ne sais pas pourquoi vous l'avez fait. Est-ce que ses parents vous lui... Pas du tout. Je le fais parce que... De votre propre initiative. J'ai dit, moi, je le fais je me sens concerné. En tant qu'imam et cher que tous les enfants de la Belgique, c'est mes enfants. Est-ce que j'accepte pour eux qu'ils soient tués injustement ou aller faire un acte quelconque qui fait mal à la communauté musulmane ici? Non. D'accord. Alors, vous avez envoyé ce témoignage. Comment vous l'avez envoyé? Par Skype aussi et par appel à travers... Vous êtes très bien branché, hein, Cheikh Bassam? Oui. Alors, j'ai parlé donc avec le chef de Ahrar al-Sham, le chef de Secours al-Sham, et j'ai dit, dites à vos juges que c'est un type innocent. Ils ont transmis ça et ils ont dit, le juge de chez eux, il n'est pas chez nous. Alors j'ai dit, dites au juge de Jabhat al-Nusra aussi, que attention, ne touchez pas à ce monsieur. Et il est un bon musulman, il est très bien aimé en Belgique, mais il a fait des fautes, il a critiqué certaines personnes, et ce n'est pas parce qu'il a critiqué, on va l'accuser d'espionnage ou le tuer, ou etc. Et à la fin de compte, ils m'ont promis de le faire sortir, et ils demandaient que j'aille moi là-bas pour le réceptionner, à condition que je donne garantie comme quoi il ne va pas vendre les gens qui connaissent et il ne va pas donner leur nom ici. Mais je suis certain et sûr, même s'ils donnent leur nom ici, on ne va faire rien à ces gens, parce que ces gens, ils ne sont pas terroristes. Ils sont partis là-bas pour aider le peuple syrien, qu'il soit de Charia Belgium ou d'autres. Et alors? Et donc, ce n'est pas quelque chose de grave qu'il était allé faire là-bas. Oui, maintenant, et donc quoi? Il est toujours arrêté? Est-ce qu'il va être libéré ou pas? Et j'espère qu'ils vont le libérer bientôt. Donc vous n'avez pas de certitude pour l'instant? Non. Vous avez dit dans la presse que vous êtes prêt à partir en Syrie? Oui, mais j'ai un problème. Pourquoi vous ne partez pas? J'ai un problème. J'ai un passeport français et je ne sais pas pour quelle raison, la Turquie a pris une décision de ne me pas laisser entrer. Je suis allé en Turquie, ils m'ont refusé, allez, reviens d'où tu es. Pourquoi vous ne partez pas de la Jordanie? Alors, ils m'attrapent directement, ils m'envoient à Guantanamo en disant tu es terroriste. Dans certains pays, vous êtes considéré comme terroriste. Comme terroriste. Donc le Liban, c'est Hezbollah qui m'attrape. L'Irak, Maliki. Alors donc j'ai un seul voie pour aller là-bas, c'est... Vous n'avez pas beaucoup d'amis, hein, monsieur Bassam? Même pas en Belgique, j'ai pas beaucoup d'amis. Alors justement, est-ce que vous êtes contacté par la sûreté de l'État, par exemple? Parce que vous avez un réseau très étendu, vous connaissez des gens en Syrie. Je ne sais pas, vous êtes en contact, vous essayez de libérer M. Azouaj. La police belge, est-ce qu'elle vous contacte, les politiques belges? C'est-à-dire, la politique belge, les politiques belges, ils s'en fichent complètement de Azouaj et de moi. C'est pas ça le problème. Et la sûreté de l'État? Alors, la sûreté d'État, ils m'ont contacté plusieurs fois, mais concernant d'abord mes activités à moi, qu'est-ce que vous faites, etc. C'est normal. Et ils veulent savoir si j'ai des activités extrémistes ou pas. Bon, mais à la fin de compte, ils ont entendu toutes mes déclarations dans les journaux et devant les télés, etc., comme quoi je n'appelle personne à aller en Syrie. Et d'ailleurs, ils n'ont jamais trouvé quelqu'un parmi ceux qui sont partis qui est en relation avec moi ou qui dit Cheikh Bassam Ayashi qui m'a envoyé. Pour cela, ils ne me touchent pas. Est-ce que la famille de Ilyas Azouaj vous a contacté? Oui, ils m'ont contacté. Je leur donnais toutes les informations que je viens de dire et je leur promis de faire de plus encore et même d'aller. Et j'attends que l'ambassade
Turcs me donnent un visa, et là, j'y vais aller pour Alias Azouaj, pour le jeune enfant de 7 ans qui se trouvait là-bas, et en tant que vieillard, prêcheur, descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je crois ils doivent m'écouter et libérer Elias Azouaj et me donner ces jeunes gens. Ce que je ne comprends pas, parce que c'est quand même incroyable ce que vous racontez. Donc vous dites que vous avez votre réseau sur place en Syrie, que vous connaissez un peu les leaders de ces fractions, que vous êtes capable de libérer un compatriote, Elias Azouaj, et que finalement les autorités belges ne bougent pas pour vous aider, ou ne fût-ce que pour vérifier vos dires. Parce que moi, j'ai pas, je ne sais pas comment vérifier, mais peut-être que les autorités ont plus de moyens que moi de vérifier au moins ce que vous dites. Est-ce que vous êtes sérieux ou pas? Et si, imaginons que vous êtes sérieux, que vous savez libérer, donc ça s'appelle un peu... non-assistance à personne en danger. Effectivement, c'est ça leur position. Et ils disaient, Elias Azouaj, c'est un Marocain, ça ne nous regarde pas. C'est vrai qu'il n'a pas la nationalité belge? Il n'a pas la nationalité belge. Donc, comme ça, il se lave de cette affaire. Autre chose, moi je demande que le ministère de l'Intérieur, Malké ou je ne sais pas qui... C'est Mme Miki qui est ministre de l'Intérieur. Voilà. Alors, d'ouvrir le dialogue entre eux et ces jeunes, et de ne pas les empêcher d'aider le peuple syrien au point de vue assistance médicale et humanitaire. Parce que si on dit interdit d'aller, on va vous condamner quand vous revenez, ça pousse les jeunes à se radicaliser de plus en plus et de partir par défi. Non, il faut au contraire ouvrir des associations d'aide humanitaire. Si j'ai bien compris, les autorités belges, entre guillemets, n'en ont rien à foutre du cas de Elias Azouaj, parce qu'il est marocain, il n'est pas belge. Il peut crever là-bas. À mon avis, comme ça. Parce que sinon, il devait au moins réagir. Et puisque le peuple syrien, de toute façon, depuis 2 ans jusqu'à maintenant, il reçoit les bombes, les obus sur la tête, on n'a jamais eu d'aide, ni de la France, ni de l'Angleterre, ni de la Belgique, aide humanitaire ou pour arrêter les avions de M. Assad qui tombent sur nous. C'est pas vrai, il y a de l'aide humanitaire Assad, sur place dans les camps de réfugiés, les Nations Unies, mais avec le soutien des pays européens, aide les réfugiés syriens. Assad, il reçoit tous les armes qui viennent de la Russie et de la Chine. Et de la Chine et de l'Iran et de Hezbollah. Alors l'aide humanitaire dont vous parlez, il arrive en Turquie ou il arrive en Jordanie, il est vendu par le marchand de guerre. Il n'arrive pas au bon. On va parler maintenant d'une partie de votre histoire qui est quand même importante. Donc, vous étiez déjà ici prédicateur dans ce fameux centre islamique belge qui a fait beaucoup parler de lui. Il a été condamné par les autorités belges. Le site internet As-Sabil de ce centre a été aussi fermé par décision judiciaire parce qu'il prêchait l'antisémitisme. Et vous avez été arrêté en Italie pour terrorisme. Vous avez été condamné pour 4 ans de prison, c'est vrai? 8 ans. 8 ans de prison. Oui. Et je suis resté 4 ans, puis libéré, innocenté. Après 4 ans d'enfermement, voilà. Vous avez été innocenté? Oui. Et qu'est-ce qu'on vous reprochait au début? Il me reprochait de préparer une attaque contre l'aéroport de Charles de Gaulle à partir de la cellule. On a acheté, moi et Raphaël Gendron, rahimahullah, Inch'Allah, il est au paradis, un petite radio, et qu'on a trafiqué le radio, et on a parlé avec des organisations terroristes telles que Ben Laden et d'autres. Allô, Ben Laden, il faut attaquer l'aéroport de Charles de Gaulle. On a resté 3 mois en communication, préparation... à partir de votre cellule. Voilà. Ça, c'est l'accusation qu'on vous portait à l'époque. Voilà, pour cela, je suis terroriste avec cette accusation. Donc on vous a accusé, pour peut-être bien faire comprendre ça à nos téléspectateurs, on vous a accusé de rentrer en contact avec Bin Laden à partir d'un transistor. Ou d'une association d'Al-Qaïda. D'une association d'Al-Qaïda à partir d'un transistor que vous aviez dans votre cellule. Qu'on l'achetait à 7 euros de la prison. Dans la prison. Oui. Et puis que vous êtes rentré en contact avec Al-Qaïda pour leur demander d'attaquer... Voilà, pendant 3 mois, on était en train d'organiser... Vous étiez enregistré, donc oui. Vous étiez sur écoute? Oui, nous étions sur écoute. Et ils ont conclu que vous vouliez attaquer l'aéroport de Charles de Gaulle. On vous a condamné à 8 ans de prison. 8 ans, et puis dans l'appel, il nous a libérés parce que les enregistrements, il s'avérait que ça mène à rien,
car par exemple, quand on dit chute, chute, frappe, frappe, goal, alors ils ont dit frappe, frappe, deux points, l'aéroport de Charles de Gaulle à Paris. Et tout ça, c'est ajouté. Nous, on a dit frappe, frappe, goal. Et pourquoi vous avez dit frappe, frappe, goal? On était en train de regarder la télévision, un match de foot, pour contrer les Italiens qui soutiennent leur calcio. Alors nous, on soutient les autres équipes. Alors on dit frappe, frappe, goal, et voilà. Et ils ont pris ces phrases pour dire frappe, frappe, l'aéroport de Charles Et dans de Gaulle. l'appel, ils ont considéré que ces enregistrements n'étaient pas objectifs, n'étaient voilà, pas valides. tout est fabriqué. Et on vous a quitté. Voilà, exactement. Est-ce qu'on Mais vous a indemnisé? pas du tout, parce que les Italiens, mafia, Camorra, ils ne indemnisent jamais. Il faut attendre 10 ans, 15 ans. Et voilà, Raphaël Gendreau, il est mort avant de toucher l'indemnisation. Et quelle est votre situation ici en Belgique maintenant? Ben, je suis en visite pour vous voir et vous parler, parce que sinon, j'ai quitté aussi la Belgique. J'habite en France, à Denain, loin de tout problème, dans une petite ville de rien du tout, incognito, ni activité politique, ni sociale, ni islamique, ni rien du tout, voilà. Et donc, vous avez gelé toutes vos activités je veux dire, professionnelles, religieuses? Voilà, en attendant... Vous ne faites plus de prêche? Pas du tout. En attendant d'avoir mon visa pour partir et participer avec mon peuple et mourir là-bas sous le bombe de Assad. Mais vous n'avez J'accepte pas ça. besoin de visa pour aller là-bas? Mais Si. oui. Ah oui, pour rentrer via la Turquie, Et oui, c'est vrai. je ne peux pas entrer chez Assad directement. Je dois entrer par la Turquie. Mais ça ne vous dérange pas si je vous dis que, par exemple, en regardant votre look, avec tous ces préjugés et tout ça, on se dit, voilà, on est en face du parfait terroriste. Regardez, vous avez la barbe, le gilet. Bah, voilà, on a l'habitude déjà. Moi, je suis vieux. Comment on va décrire un terroriste? Un terroriste, c'est certainement, on ne le voit pas. On sent son action. On a vu, par exemple, récemment, à Boston, les deux jeunes terroristes qui ont mis une bombe. On les a découverts plus tard. Mais quand ils étaient parmi le peuple, on ne les découvre Donc pas. ce n'est pas une question de look, Voilà, alors finalement. maintenant, imaginez, moi, je marche dans la rue et ils vont pas me dire, voilà... Est-ce que, je ne sais pas si vous avez entendu le cheikh Qaradawi, qui fait des fatwas sur Al Jazeera. Lui, il demande aux jeunes de soutenir la révolution syrienne et de s'y rendre même en Syrie pour combattre Bachar el-Assad. Et dans une réponse à une question, il a dit que ces jeunes n'ont pas besoin d'autorisation parentale pour aller faire le djihad. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Jamais de la vie. Je ne crois pas que Qaradawi, il dit qu'ils n'ont pas besoin d'autorisation parentale, parce que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est claire sur ce sujet. Et pourtant, il a dit. Je ne crois pas. Je ne peux pas le croire. Un jeune homme qui est venu vers le prophète alayhi wa sallam, il a dit, j'aimerais bien aller faire le djihad avec toi, prophète, le combat. Il a dit, est-ce que tu as une mère? Il a dit oui. Il a dit, va faire le djihad devant ta mère. Un autre qui est venu, il demande la même chose. Il a dit, est-ce que tu as laissé tes parents en train de pleurer? Il a dit oui. Il dit, allez, rendre les joies à tes parents comme tu les attristé. Un message aux autorités belges. S'il vous plaît, ne coupez pas les dialogues avec les jeunes. Ne les poussez pas à se radicaliser. Au contraire, ouvrez les portes à eux et dites, venez, on va vous donner d'aide. Faites des associations humanitaires. Prenez des médicaments, prenez des ambulances. Amenez à ces gens. Comme ça, on va dire, l'Occident a aidé le peuple syrien à prendre sa liberté contre ce dictateur. Et peut-être un dernier message aux personnes qui détiennent le jeune Ilyas Azouaj. Je leur demande par Allah de ne pas l'exécuter et de lui donner la liberté, parce que c'est un type musulman, un bon musulman qui aime Allah et son prophète. Mais il a dit quelques mots à travers et à tort, alors c'est pas pour quelques paroles, on va le torturer. Puisque les autorités belges ne veulent pas se mêler à cette affaire, un dernier mot aux autorités marocaines, puisqu'il est marocain. À mon avis, même l'autorité marocaine, il aime bien qu'il se fait exécuter, comme ça on a fini de lui, on ne parle plus de lui. Pour les autorités... Vous êtes très dur vis-à-vis des autorités marocaines. Des pays arabes, je crois, un de plus ou un de moins, pour eux, ce n'est pas important. Or, si c'était un juif en Israël, on paye des millions pour le libérer. Alors, à l'autorité marocaine maintenant, d'envoyer d'aide humanitaire et demander les Syriens de libérer leurs citoyens. Il est trop cher, un citoyen marocain. Il n'est pas rien du tout. Il faut... Moi, je ne défends pas les autorités marocaines, mais ils font beaucoup d'aide dans l'aide humanitaire.
à l'égard des Syriennes. Ils ont même installé un camp en Jordanie. Oui, un hôpital. Exactement. Pour cela, ils doivent utiliser maintenant leur influence pour dire, écoutez, c'est un citoyen marocain, comme on vous aide, n'oubliez pas de nous livrer et libérer notre Cheikh fils. Bassam Ayachi, je vous remercie d'être venu de France pour cette émission. Je vous remercie. J'espère vous rencontrer peut-être une autre fois après la libération du jeune Azouaj. Inch'Allah, Et après on la libération de la Syrie. Inch'Allah, vous allez avec nous et faire votre mission là-bas. Mais je ne veux pas me faire kidnapper non plus. N'inquiétez pas, vous serez avec nous. Et déjà, il y a des journalistes qui Ce n'est sont pas partis une garantie, monsieur Bassam. Mais bon, je vous remercie quand même pour cette invitation. Chers amis, chers téléspectateurs, téléspectatrices, أقول لكم إلى اللقاء في حلقة أخرى من برنامج تيجيني توك. مع السلامة.